Bonjour à tous, bienvenue sur Bit Magique, la chaîne de cours par correspondance pour sorciers débutants. Aujourd'hui, après une pause de sortie de vidéo, nous reprenons où nous nous sommes arrêtés avec un second cours d'étude des runes avec le professeur Bablin, pour en apprendre plus sur l'étymologie des mots et des noms du monde magique. Les mots que nous allons étudier aujourd'hui sont présentés dans les chapitres 2 à 5. Je n'allais pas faire de vidéo pour un seul mot, j'attendais donc de réunir suffisamment de mots pour les regrouper en faisant une vidéo plus complète. Ce point étant éclairci, sortez vos plumes et commençons. Notre cher gardien des clés a toujours eu un profond respect et une fidélité sans faille envers Dumbledore. Mais leur lien ne s'arrête pas là, et se poursuit jusqu'à leur nom. Prenons Rubeus pour commencer. Signifiant rouge en latin, ce prénom est comme Albus, une couleur. Voulant dire tout un tas de choses, comme la passion. La couleur rouge est également liée à un procédé alchimique. L'alchimie dans le premier tome, et surtout la pierre philosophale, y ont une place très importante. Pour la création de cette dite pierre, il y a 3 phases représentées par des couleurs. La phase 1, Nigredo, représentée par la couleur noire, symbolise la mort de l'ancien état de la matière. La phase 2, Albedo, est donc comme Albus, la couleur blanche, et la purification de la matière pour arriver à la 3e phase, Rubedo, de la couleur rouge, qui vise à renforcer la matière et donc d'achever la pierre philosophale. Donc blanc et rouge, Albus et Rubeus, tous deux liés dans la formation et à la création de la pierre parfaite. Tous deux dans la formation et l'accomplissement de l'éducation de l'élu Harry Potter. Mais nous reparlerons plus tard de cette triptyque alchimique. Le rouge peut également faire penser à son visage, lui qui s'emporte assez facilement, et donc de devenir rouge de colère. Lui qui est assez gaffeur, et lorsqu'il s'en rend compte, doit s'empourprer. Il est également une personne manuelle, en charge de couper et de rapporter les sapins de Noël. C'est un effort physique, qui doit le rendre tout rouge. Et sans oublier son penchant pour la boisson, qui, après certains excès, doit lui donner un teint écarlate. Hagrid à présent, composé du mot hag, qui pourrait se traduire par vieille sorcière, qui est encore plus péjoratif que witch, qui signifie simplement sorcière. Et Hagrid est une expression désignant une nuit pleine de cauchemars. Car à l'époque, on pensait que c'était les sorcières qui cherchaient à tourmenter nos nuits. Et après son enfance difficile et l'alcool aidant, on peut facilement imaginer que les nuits de notre géant ne doivent pas être toujours de tout repos. Sans preuve à l'appui, mais avec des arguments plus que solides, Carole Mulliez, docteur en études anglophones, mentionne un livre de Thomas Hardy, qui, dans le même paragraphe, emploie le terme Dumbledore et Hagrid. Dans son livre, Le maire de Casterbridge, une fille de la campagne emploie un jargon un peu de chez elle, et son père la force à parler de manière plus civilisée. Et dans le paragraphe en question, il est dit que la fille n'utilisait plus le terme Dumbledore, mais à présent disait Bumblebee, pour parler des bourdons. Faisant écho à mon premier cours d'études des runes, que je vous invite à aller voir si vous ne l'avez pas déjà vu. Et il précise également que lorsqu'elle n'arrivait plus à dormir, elle se plaignait plus d'avoir fait des Hagrid, des cauchemars, mais parlait à présent d'indigestion. Tout cela n'est vraisemblablement pas une simple coïncidence, étant donné que le traducteur français des romans Harry Potter, Jean-François Ménard, a déjà parlé de ce livre comme une source d'inspiration de J.K. Rowling, pour certains prénoms de ses propres personnages. Et cela renforce un peu plus les liens entre Dumbledore et Hagrid. Lorsque Hagrid qualifie Vernon de moldu, le géant informe Harry qu'il s'agit de personnes sans pouvoir magique. Les moldus sont en anglais appelés Muggle. Mug, qui ne signifie pas forcément une tasse, mais aussi une personne un peu bête, naïve, un nigo. Mais J.K. rajoutera Goll à la fin pour adoucir un peu le terme, le rendant moins péjoratif. Jean-François Ménard, le traducteur français je le rappelle, a opté pour moldu, se rapprochant de la sonorité anglaise tout en conservant l'esprit de mou du bulbe. Dans les animaux fantastiques, les sorciers américains appellent les moldus les non-mages, pour non magiques, car Muggle, en Amérique dans les années 20, désignait une cigarette de marijuana. Pas terrible. Dans ce chapitre, Harry se rend au chemin de traverse, Diagon Alley en anglais, qui phonétiquement joue avec Diagon Alley, en diagonale. On garde l'esprit de rue parallèle, hors de la rue principale. Cet endroit qui, bien que se situant en plein centre de Londres, nous emmènera dans un endroit coupé du monde auquel il est rattaché.
Parlons à présent de la banque des sorciers Gringotts. Il n'y a pas d'origine à ce nom d'établi. Mais Grin veut dire sourire, Got est une conjugaison au passé du verbe obtenir. Il y a aussi Ingot qui signifie lingot. Donc à vous de vous faire votre avis. Mais peut-être que les lingots que vous avez obtenus vous donneront le sourire. Lorsqu'il arrive à son coffre, Harry apprend les 3 sortes de pièces qui existent dans le monde des sorciers. Les noises, les mornilles et les galions. Commençons par les noises. En anglais, cela est appelé les kennets. Étant la plus petite pièce des 3, et donc celle avec moins de valeur, on peut enlever le K, ce qui nous donnerait le mot nut, qui signifie noix. On peut imaginer que la pièce n'est pas plus grosse qu'une noix. Ou si l'on se retourne du côté de JK, qui, via Pottermore, nous révèle que cela se prononce K-nut, cela se rapproche de peanut, cacahuète. On peut également se rapporter à l'expression « ne pas valoir une cacahuète ». Nous restons donc dans la famille des fruits secs, avec une noise, qui serait le diminutif de noisette. La mornille à présent. En anglais, cela s'appelle sickle, ce qui se traduit par faucille. Mais Jean-François Ménard s'est réapproprié le mot et s'est inspiré d'un argot qui était d'usage au XIXe siècle au bagne de Brest, où la morning désignait de la monnaie. Et pour finir, le galion. Chez nous, Moldu, un galion est un grand navire ayant entre 3 et 5 mâts monté de voiles, ayant principalement été utilisé entre le XVIe et XVIIIe siècle. Pouvant aussi bien servir de navire de guerre ou d'exploration, il était tout aussi capable de transporter un grand nombre de marchandises. C'est peut-être pour cela que J.K. Rowling a donné ce nom à la pièce avec la plus grande valeur, une sorte d'hommage à ces navires transportant toutes ces richesses. Et pour finir, nous allons parler de ce bon vieux Ollivander. Dans le livre, la boutique est désignée comme fabricant de baguettes depuis 382 avant Jésus-Christ. Et à cette époque, la famille Ollivander devait venir d'un pays méditerranéen et devait fabriquer des baguettes en bois d'olivier, d'où il tirerait son nom. Baguette se disant wand en anglais, une baguette d'olivier se dit donc an olive wand, devenant Ollivander. Et voilà, c'est tout pour ce nouveau cours d'étude des runes. J'espère que cela vous a plu, dites-le moi en commentaire. Et si vous ne les avez pas déjà vus, d'autres cours sur ce chapitre sont déjà disponibles. Likez et abonnez-vous pour vous inscrire au cours de Vite Magique et ne pas louper les prochaines leçons. C'est tout pour moi, vous pouvez y aller.